Franoin, le guide du bon sens. Chapitre 1. Qu'est-ce que le bon sens? Le bon sens n'a pas une bonne réputation. Mettez tous les orgueilleux et les sots contre lui, cela fait déjà beaucoup de monde. Je ne verrais aucun inconvénient à ce qu'un guide du bon sens débutât par un calembour. Il est exact que le bon sens peut s'entendre aussi de la direction, comme on dit sens interdit ou sens unique. Cependant, les calembours ne sont pas les règles de vie, pas plus d'ailleurs que l'on ne doit compter se diriger dans la vie uniquement avec du bon sens. Le bon sens remplit l'office de frein et non de moteur. Il n'est pas là pour nous faire accomplir de grandes choses, mais pour nous empêcher de faire des bêtises. Or, on constatera qu'une bêtise que l'on a évitée, cela vaut souvent mieux que n'importe quel exploit hardiment réalisé, et qu'il arrive aussi bien qu'elle tienne lieu de cet exploit même. Sous prétexte que qui ne risque rien n'a rien, on dénonce le rôle stérile du bon sens, que l'on représente comme l'ennemi du risque. C'est comme si l'on prétendait que l'ennemi du danseur de cordes, c'est son balancier. S'il faut un balancier à l'acrobate, il n'est entreprise si audacieuse qui ne soit d'abord de bon sens, qui ne repose sur une observation de bon sens. Et pour s'élancer vers le ciel, il faut avoir touché la terre. D'aucuns voient et mettent le ciel tout entier dans les bulles de savon. Elles sont toute la fantaisie, toute la poésie, mais elles sont d'abord du savon. Et sans ce savon, pas de bulles. Et comme à l'origine des bulles de savon, il y a le savon, corps gras manufacturé aux destinations les moins poétiques, à l'origine de toute fantaisie, de toute poésie, il y a le bon sens, si terre à terre, peu léger, grossier qu'il nous apparaisse. Le bon sens est inné, c'est-à-dire que dans toute personne saine, il est comme un sixième sens qui s'ajoute aux cinq autres, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher, et le bon sens. Nombre de fautes contre le bon sens, en peinture par exemple, en musique, ne se ramènent-elles pas justement à de véritables dépravations de l'ouïe ou de la vue? Et bon sens et bon goût ne s'associent-ils pas pour protester contre certaines chimies culinaires que l'on se flatte de nous imposer comme le fin du fin? Le bon sens, ce sont les 5 sous du juif errant. On n'en a pas plus ou moins à sa disposition, plus ou moins à dépenser suivant les circonstances. C'est affaire à l'intelligence de se montrer plus ou moins fine, alerte, avertie, et qui est toujours susceptible d'augmenter à mesure. Pas de nuance, pas de différence de qualité, pas de progression ou d'accroissement du bon sens, et parler d'un gros bon sens est une exagération vide de sens ou un pléonasme. Le bon sens est le bon sens, qui est ce qu'il est, et jamais plus ou moins gros. Tout le monde a du bon sens, toute personne normale et bien constituée. Et le manque de bon sens ne serait pas une infériorité intellectuelle, mais une sorte d'infirmité physique. Il n'y a donc pas plus à se vanter d'avoir du bon sens que d'avoir bon pied, bon œil ou bon estomac. Cependant, il n'est pas défendu de s'en réjouir, et en tout cas, si tu digères mal, si tu deviens myope ou presbyte, ou qu'un accès de goutte t'interdise de courir ou même de marcher, tu ne sauras pas accueillir cet état fâcheux et nouveau avec cette sorte de coquetterie que l'on voit certains mettre à la perte momentanée, mais volontaire, de tout leur bon sens. Or, car c'est un fait, que l'on voit des gens qui, ayant du bon sens, comme tout le monde, affectent de ne s'en point servir pour ne pas ressembler à tout le monde. Parce que ressembler à tout le monde, penser, sentir comme tout le monde, est, dirait-on, ce qui gagne le plus au monde. Le bon sens, c'est l'instinct des hommes. Or, avez-vous jamais vu des animaux renoncés par système à obéir à leur instinct? Les bêtes ne sont pas si bêtes. Il est vrai que les hannetons et les chauves-souris, par exemple, ont une façon de voler qui nous semble déraisonnable. Mais elle ne le semble ainsi qu'à nous autres, dont ce n'est pas la fonction de voler.
Et si nous reprochons à cette poule de couver les œufs de Cannes, il est vrai que couver des œufs de Cannes quand on est une poule est un acte peu sensé, et qui même devrait apparaître en contradiction avec son instinct de poule. Mais cette poule ne sait pas qu'elle couve des œufs de Cannes, et surtout elle ne le fait pas exprès. Qui va à l'encontre du bon sens le fait toujours exprès, ou par orgueil ou par sottise. Par sottise il en a peur, par orgueil il en a honte. À l'origine du malheur des hommes, il y a de toute évidence une faute contre le bon sens. Qu'est-ce autre chose, en effet, qu'un péché contre le bon sens, le péché originel? Risquer le paradis, encourir la colère divine, tout ça pour une pomme, même si cette pomme était le fruit de la science. La science de quoi, je vous le demande un peu? N'était-ce pas déraisonnable? Et déjà apparaissait dans le péché originel le double aspect, sottise-orgueil, de toute faute contre le bon sens. C'est en flattant l'orgueil d'Ève, en faisant appel à cet orgueil, que le serpent l'a déterminé à désobéir et à goûter d'une pomme dont elle ne savait même pas si elle en aimerait le goût. Ainsi nous entraîne-t-on à la découverte de ces petits restaurants inconnus, dont on nous vante telle spécialité mystérieuse, simplement pour que nous puissions être les premiers à le rengorger devant nos amis. Oh, vous n'avez jamais mangé de cela? Et si l'on insiste et vous demande, mais quel goût cela a-t-il? Est-ce vraiment bon? C'est curieux. Voilà ce qu'a dû répondre Ève au serpent quand il l'interrogeait en clignant de l'œil. Ce serpent-là pouvait bien cligner de l'œil, après qu'il eut goûté aux fruits défendus. C'est curieux. Et c'est parce qu'il ne voulait pas demeurer en reste avec sa femme, parce que la sottise masculine ne peut résister à l'orgueil féminin, ni à l'entraînement de se mettre aussitôt à son unisson, c'est par sottise, comme Ève par orgueil, qu'Adam, après Ève, a mordu dans la pomme, dont pas plus qu'elle, et moins encore, il n'avait envie ni besoin. Ce que nous reprochons au bon sens, c'est son dogmatisme, c'est d'être celui qui affirme toujours c'est ceci ou c'est cela, et d'être celui qui veut toujours avoir raison. Nous n'aimons pas, nous supportons avec humeur que l'on ait toujours raison. Et si je veux être battu, proteste la femme de Sganarelle. Et si nous voulons nous tromper et être trompés, quand l'adage latin affirme que l'erreur est humaine, faut-il donc que nous l'interprétions non comme un regret, mais tout à notre gloire, et qui considère cette erreur non comme une infériorité, une malfaçon, mais bien au contraire comme un apanage, et parmi les plus précieux de l'humanité? Nous reprochons au bon sens de négliger le hasard et de supprimer l'aventure, comme si l'aventure ne comportait que des périls et pas de charme. Et n'est-il pas le charme en péril, comme s'il n'y avait pas de hasards heureux? Si l'on écoutait la voix du bon sens, gagnerait-on jamais à la loterie? Et pourquoi pas? Ce que le bon sens te conseille, ce n'est pas de ne pas prendre de billets à la loterie, c'est d'imaginer que ton billet sera le gagnant et d'établir ton budget sur ce seul gain, d'en faire dépendre tes projets d'avenir. Ce n'est pas le raisonnement de Perrette qui manque de bon sens, c'est sa danse avec un pot au lait sur la tête. Ou bien le bon sens lui conseillait de ne se livrer à une démonstration chorégraphique aussi hasardeuse qu'après quelques exercices préliminaires d'équilibre. Le bon sens ne dit pas qu'il soit agréable et possible de danser avec un pot au lait sur la tête, mais nous prévient seulement que c'est plutôt l'affaire des équilibristes et pas en tout cas à la portée de tout le monde. Le bon sens n'est ni pessimiste ni optimiste, mais il s'en tient au calcul des probabilités. Il ne croit pas qu'il suffise d'emporter son parapluie pour empêcher de pleuvoir, mais il ne nous engage pas systématiquement à ne jamais emporter de parapluie, si menaçant qu'apparaissent le baromètre et les nuages. Et le bon sens ne le garantit pas non plus qu'il pleuvra à toute force parce que tu es sorti avec ton parapluie sous le bras.
ni surtout que, t'étant chargé de ce fardeau incommode, et sans même avoir eu à t'en servir, tu ne l'oublieras pas dans un taxi. Le bon sens ne te garantit rien. Il n'est qu'une précaution qui, comme toute précaution, peut parfaitement se révéler inutile. Que la tortue ait accepté d'affronter le lièvre à la course, n'était-ce pas un défi au bon sens? Toutes les personnes de bon sens n'eussent-elles pas parié pour le lièvre? Mais ceci nous enseigne aussi que les personnes de bon sens ne parient jamais. Et le bon sens nous enseigne encore à être modestes. C'est en quoi d'ailleurs on arrivera à le distinguer et à distinguer les effets qui lui sont propres. Le jugement n'est pas le bon sens, la raison n'est pas le bon sens, la conscience n'est pas le bon sens. Comprenez qu'ils arrivent aux mêmes conclusions, mais qu'ils procèdent différemment et ne parlent pas le même langage. Qui témoigne de son jugement, qui obéit à la raison, qui n'écoute que sa conscience, agit sous la dépendance d'éléments intellectuels et moraux que le bon sens assurément ne rejette pas, mais dont il n'a cure. On dit de la conscience qu'elle est irréprochable ou de la raison qu'elle nous éblouit. On dit du jugement qu'il est sûr et droit. Essayez d'ajouter au bon sens une de ces épithètes. Et qui donc compterait sur lui pour nous éblouir? On étouffe la voix de la conscience, mais pour ne pas entendre la voix du bon sens, on en sera réduit à se boucher les oreilles. On peut assister au triomphe de la conscience, du jugement, de la raison. Le bon sens, lui, ne triomphe jamais. Et c'est par confusion ou par impropriété de termes que l'on nous annonce parfois le triomphe du bon sens. Le bon sens n'a pas plus à triompher que la santé, sauf chez le malade. C'est un état, ce n'est pas un résultat. On acquiert du jugement, on développe, on enrichit sa raison, on exalte sa conscience, et rien de pareil avec le bon sens. Pas de doctrine du bon sens. Un guide du bon sens ne saurait être un art du bon sens, tout au plus un traité d'hygiène. Deux maladies principalement attaquent le bon sens, le paradoxe et l'ironie. Le paradoxe se manifeste par excès, par quinte. L'ironie est une infection généralisée. Elle se voit dans nos actes, dans nos paroles, comme le ver dans le fruit. Rien n'y résiste, elle empoisonne tout, elle ronge tout. Une arme, l'ironie, une arme avec laquelle on se suicide. C'est l'ironie qui, péjorativement, traite de lieu commun et de truisme toutes les formules du bon sens. Devant toutes nos paroles et devant tous nos actes, elle présente un miroir déformant. J'étais encore un petit garçon quand, dans une fête de village, on m'amena dans une baraque foraine qui enfermait toute une suite de tels miroirs plus ou moins allongés, ou concaves, ou convexes, et cela s'appelait la rigolade universelle. Et les gens qui pénétraient dans cette baraque semblaient bien en effet prendre pour leurs 2 sous un plaisir énorme, et s'esclaffaient et ne cessaient d'éclater en gros rires devant leurs images et celles de leurs voisins, ainsi transformés, déformés, grossis ou rapetissés de façon grotesque. Ah, je ris de me voir si laid dans ce miroir. Dirais-je que, loin de participer à cette rigolade universelle, l'affreuse expression, plutôt que de rire, je me sentais près de sangloter. Et surtout, j'avais très peur. Ainsi l'ironie effraie les enfants, loin de les divertir. Au juste, ils ne la comprennent pas. J'ai rêvé d'un ironiste qui, un beau jour, tout à coup, perdait son ironie. Comme ces gens qui cherchent leurs lunettes, oubliant qu'ils les ont sur le nez. Notre ironiste ne se rendait plus compte de ces lunettes qu'il ne quittait plus, avec lesquelles il avait pris l'habitude détestable de regarder toutes les choses, et qui, pareilles au miroir de la rigolade universelle, déformaient tout, rapetissaient ou grossissaient tout.
Ainsi imaginait-il de vivre au milieu de monstres ridicules et misérablement comiques. Et je ne dis pas qu'au début il ne s'y était amusé, comme les amateurs de la baraque foraine. Il faut bien croire que les masques ont leur agrément, puisque l'on en fait la grande attraction du carnaval. Mais vivre en un perpétuel carnaval, comme cela doit à la longue être fatigant. Ou bien on finit par ne plus songer que c'est carnaval, par ne plus s'apercevoir que ce sont des masques qui s'agitent et qui vous cachent leur vraie figure. Avec l'ironie qui s'en va, les visages reprennent leurs proportions exactes, et les mots leur simple signification véritable. Tout rentre dans l'ordre et retrouve son équilibre. Recherche de l'équilibre, goût de l'expression simple et des justes proportions, voilà le bon sens. Marcher sur les mains, la tête en bas et les pieds dans l'air, c'est peut-être drôle, c'est assurément moins commun, mais c'est à la lettre manquer de bon sens. Et nous manquerons plutôt d'originalité et de drôlerie, bien résolus à marcher sur nos deux pieds, tout simplement, sans en chercher plus long et le plus fermement et le plus droit possible, conformément au bon sens, qui par définition n'est pas de tout mettre sans dessus-dessous, ni pour commencer les têtes à l'envers. Chapitre 2. Les femmes, la mode et l'amour. Les femmes ont-elles du bon sens? Il est vrai que l'on félicite certaines et qu'on les admire d'être des femmes de tête. Mais est-ce à dire que tête et cerveau, bon sens par conséquent, soient chez elles qualité d'exception? Et par quoi les femmes de tête de bon sens se distinguent-elles de toutes les autres femmes? Nous avons indiqué comment Ève, la première, avait manqué de bon sens en écoutant le serpent et en prêtant attention à sa misérable histoire de pomme. Mais nous avons indiqué aussi comment la faute d'Adam n'avait pas été moins lourde dans cette même circonstance déplorable. Plus lourde peut-être, car lui, ce n'est pas en écoutant le serpent qu'il s'est décidé, mais en écoutant sa femme, non plus déjà avec l'excuse de la surprise, mais ayant eu déjà le temps de la réflexion. Quand nous accusons les femmes de manquer de bon sens, c'est beaucoup par représailles et parce que nous avons constaté tout penaud que 9 fois sur 10, c'est pour elles, à cause d'elles, sinon à leur instigation, que le bon sens nous quitte, nous les hommes. Le bon sens est un trésor de famille à l'égard duquel l'homme et la femme ont une responsabilité égale et dont tous deux connaissent également le prix. Or il semble, devant ce trésor, précisément revenu devant la pomme du paradis, la femme met son orgueil à le dilapider pour entraîner l'homme dans sa ruine. Et la sottise de l'homme est de se laisser entraîner complaisamment sans résistance. Nous ne nous lasserons pas de répéter en effet que le bon sens n'a d'autres ennemis, de pires ennemis, que l'orgueil et que la sottise, et que sans la tyrannique intervention de celle-ci ou de celui-là, nous userions tous de notre bon sens de la façon la plus naturelle, sans même qu'il soit besoin ni question de le remarquer. Oui, la femme a du bon sens, ni plus ni moins que l'homme, mais tout autant. La femme a du bon sens, mais plus d'orgueil que de bon sens, et un orgueil qui, pour la majeure partie, s'accroît de la sottise de l'homme. C'est pourquoi le cas du ménage Barbe Bleue est extrêmement rare, où c'est la femme qui se montre une sotte, une pauvre sotte, de vouloir, en dépit qu'elle en ait, ouvrir cette porte, ce qui n'avait pas de bon sens. Mais savoir du bon sens, sinon de tuer toutes ces épouses successives, du moins de garder leurs cadavres derrière la fragile protection d'une serrure, au lieu de les faire soigneusement disparaître, par exemple en les brûlant, ou de les expédier au loin dans une malle. S'il ne s'agissait pas d'un conte de fées, mais d'une aventure réelle, trop réelle, on verrait la femme de Barbe Bleue obtenir que son mari ouvrit lui-même la porte du cabinet tragique, après avoir juré ses grands dieux qu'elle ne n'en aimerait que davantage, et lui avoir bien entendu promis de ne point trahir son atroce et redoutable secret, quitte à envoyer une lettre anonyme aussitôt après et à livrer ce dangereux mari à la maréchaussée.
Tuer sa femme, ouvrir la porte défendue, la question est toujours et d'abord de savoir si le jeu en vaut la chandelle. Et c'est au bon sens de trancher la question. C'est le bon sens qui apprécie l'attrait du jeu, la valeur de la chandelle. Mais la chandelle se pèse et elle a son prix courant, tandis que l'attrait du jeu varie suivant le tempérament des joueurs, de ceux qui jouent et de ceux avec qui l'on joue. Il y a entre des éléments qui ne sauraient être fixés une fois pour toutes et qui ne se déterminent pas au poids. C'est ici que le bon sens risquerait d'être pris en défaut si on lui attribuait un rôle au-dessus ou au-dessous de ses moyens. Le rôle du bon sens est d'une sorte de contrôleur des poids et mesures. Mais le semblable contrôle ne s'exerce que sur ce qui se pèse ou ce qui se mesure. Il n'y a pas une balance automatique, une toise officielle et réglementaire du bon sens, auquel il suffirait de soumettre, pour les éprouver, nos désirs et nos actes, nos pensées et nos sentiments. Nous savons qu'il y a une heure, une minute précise où le soleil se lève, une heure, une minute précise où il se couche. Le jour commence aux premières et la nuit aux secondes. Mais la lumière les attendra-t-elle ou l'obscurité, lumière-obscurité dépendront-elles strictement d'elles seules? Il y a le lever et le coucher du soleil, mais il y a aussi l'aube et le crépuscule. Il y a ces nuances incertaines du ciel, qui ne sont plus le jour et pas encore la nuit, qui sont comme des franges d'obscurité ou de lumière. La raison a ses franges et la déraison. Et les limites du bon sens et de l'extravagance ne s'arrêtent pas à un poteau frontière. Elles comportent une zone neutre, comme à certaines heures le soleil a son halo. C'est ce halo autour de tels ou tels actes, de tels ou tels sentiments, dont il faudra bien qu'avant de prononcer le bon sens lui-même, tienne compte, pour les comprendre, pour les juger. Nous demandions si les femmes ont du bon sens. Ne devrons-nous pas commencer par demander au bon sens s'il est susceptible, à cette occasion, de discerner suffisamment, pour s'y adapter avec exactitude, le halo féminin? Ce qui rayonne autour de la femme modifie ou conditionne tant de choses sur son passage dans le champ de son rayonnement. On s'accorde généralement à citer les caprices des modes qui régentent les ajustements et les parures comme les manifestations les plus caractéristiques organisées contre le bon sens. Parfois, en effet, dans la rue, dans une assemblée, dans un lieu public, à regarder froidement les gens qui nous entourent et la façon dont ils se présentent à nous, comment n'être point frappé d'une brusque stupeur? Ces combinaisons d'étoffes multicolores, cette utilisation de cailloux brillants, de plumes, de fleurs artificielles, voire des fleurs naturelles, des parterres ou des champs, que la femme placera à sa ceinture et l'homme à sa boutonnière, à défaut d'un ruban rouge ou d'un ruban vert ou violet, également insensé à lui bien prendre. À quoi cela correspond-il? Où sommes-nous? Ne sont-ce point là divertissements de sauvages, déraisonnables et enfantins? Qui voudra soutenir que le bon sens règle le flux et le reflux des grands et des petits chapeaux, et singulièrement décide que la taille des femmes sera ou plus haut ou plus bas, mais jamais à la taille? Et quand on se moque des médecins de Molière, qui changent d'autorité l'emplacement du cœur, du foie et de la rate, que sont leurs décisions arbitraires auprès de l'arbitraire du grand couturier? Cependant, si tu t'étonnes de ces illogiques, injustes et incompréhensibles décrets qui bouleversent ainsi le libre jeu de la poitrine ou des hanches de la femme, crois-tu donc que l'on respecte le libre jeu de ton cerveau? Et ne protestes-tu pas au nom du bon sens quand on comprime le cerveau plus durement qu'avec tous les busques et les liens de toutes les ceintures et de tous les corsets? La mode déforme et déplace la taille des femmes. Et la mode de certaines études fait-elle autre chose que nous tourner la tête et nous déformer le cerveau? Le bon sens, qui proteste contre l'emploi de la fourrure pour une robe d'été, ou par le froid hiver contre l'usage des robes légères et décolletées à l'excès, trouvera-t-il plus naturel, trouvera-t-il plus raisonnable
que notre cerveau s'acharne aux spéculations de la métaphysique ou du calcul intégral? Notre cerveau n'est pas non plus destiné par nature à ces spéculations que le corps féminin a ses robes et à ses tortures. Mais autour de l'étude, il y a le halo de la curiosité scientifique, comme autour de la mode, celui de l'élégance et de la séduction. Ce qu'il ne faut pas, ce qui dresse contre lui, avec des arguments somme toute assez plausibles, les ennemis et les contempteurs du bon sens, c'est qu'ils prétendent faire passer sous sa toise et sur sa balance ce qui ne se pèse pas justement, ce qui ne se mesure pas, le charme du savoir, le charme de la femme, le charme, en un mot, le charme tout court, dont on ne saurait dire s'il est raisonnable ou déraisonnable, puisqu'il échappe à la raison, car la raison est une et tout d'une pièce, tandis que le charme est multiple, divers, particulier à chaque individu, pour chaque individu, et qui peut varier avec chacun d'eux. Il n'est pas impossible que le charme et le bon sens se mettent d'accord. Une mode charmante n'est pas nécessairement absurde. Quand l'impératrice Eugénie, pour excursionner au milieu des rochers de Biarritz, avait décidé de renoncer à la crinoline et aux longues traînes, qui protestaient alors contre les dames de la cour, qui, à l'exemple de leur impériale maîtresse, se promenaient, murmurait-on, vêtues comme des danseuses, qui protestait? Ce n'était pas, ce ne pouvait pas être le bon sens. Et pourtant, le bon sens s'oppose à ce qu'une impératrice s'accommode comme une danseuse, qui semblerait une manière de provocation aux bonnes mœurs. Mais le bon sens s'oppose aussi à ce qu'une femme, ou danseuse ou impératrice, risque de s'embarrasser les jambes et de se tourner le pied, ainsi habillée et chaussée pour escalader les rochers de Biarritz, comme pour traverser les salons des Tuileries. Les convenances non plus, et par-delà les convenances, la pudeur elle-même, ne croit pas qu'elle s'accorde une fois pour toutes avec le bon sens. Simplement, lorsque sont admises certaines règles de convenance, lorsque la pudeur a décidé de s'affirmer par telles ou telles autorisations et telles ou telles interdictions, ces interdictions, ces autorisations, toutes ces règles, le bon sens cesse de les juger. Il n'apprécie pas s'il les eut ainsi établies. Quelles qu'elles soient, ne sauraient être contraires au bon sens, puisque le bon sens n'intervient pas pour discuter leur origine, mais seulement pour surveiller leur application. J'ai noté que le bon sens n'était pas la conscience ni la raison. La conscience et la raison des hommes cheminent pareilles à elles-mêmes, à travers les âges et sous toutes les latitudes. Elles ne tiennent compte d'aucune contingence, elles sont toujours la conscience et toujours la raison. Le bon sens, au contraire, évolue manifestement sous l'empire des circonstances, de temps et de lieu. Et puisque nous parlons des femmes, cette évolution ne paraîtra-t-elle pas le plus sensible dans une matière délicate entre toutes, la pudeur? Les notions de pudeur étaient-elles les mêmes chez nos grands-mères et pour nos petites filles? Le bon sens de nos grands-mères n'eût-il pas protesté contre les audaces de toilette ou d'éducation que nos petites filles ont précisément réclamées au nom du bon sens? Et les nègres? Pourquoi refuserions-nous tout bon sens aux nègres? Le bon sens d'un chef de tribu n'a-t-il pas éclaté souvent dans les palabres pour l'émerveillement de nos explorateurs? Mais ce chef de la tribu et tous ceux de la tribu plaçaient de toute évidence leur pudeur autrement que nous, ce qui ne signifiait nullement qu'ils fussent dépourvus de pudeur plus que de bon sens. Pour nous-mêmes, qui ne sommes pas des nègres, pour tel de nos concitoyens par exemple, qui n'a rien d'un chef de tribu et n'est qu'un simple chef de bureau de ministère, pour sa femme et pour ses enfants, n'est-il pas constant que leur pudeur aussi se déplace, non d'après la latitude, mais de façon saisonnière? Ne suffit-il pas que soient venus les mois de vacances et l'annuel séjour au bord de la mer pour que lui, sa femme et ses enfants témoignent d'une complète impudicité au regard de ce qu'est cette femme quand elle fait des visites ou se précipite au solde des grands magasins, et cet homme quand il va à son bureau,
ces jeunes garçons et ces jeunes filles quand ils se rendent à leur cours ou à la matinée classique du théâtre français. Ce déplacement de leur pudeur correspond-il à une perte momentanée, mais totale et régulière, de tout leur bon sens? Il y a un mot dont on usa d'abord avec discrétion dans l'acception distinguée que lui prêtaient les seuls lettrés et qui peu à peu a été mis à toutes les sauces, même à la sauce politique, et finira par tomber dans le jargon parlementaire, c'est le mot climat. Entendez par là cette atmosphère indispensable au développement d'un sentiment exceptionnel et choisi. On s'aperçoit qu'il existe un climat pour la pudeur, tandis qu'il n'en existe pas et n'en saurait exister pour le bon sens, parce qu'il n'y a pas, pour le bon sens, de climat favorable, nécessaire. Le bon sens ne doit pas cependant négliger les conditions climatériques que tel sentiment exige, ni pour s'ajuster à ce sentiment, négliger de s'en préoccuper. En d'autres termes, le bon sens, s'il prétend trancher les questions qui y touchent, ne doit pas envisager la pudeur en soi, mais il est bien obligé de tenir compte du climat de la pudeur. Et plus encore, il y a un climat de l'amour que le bon sens ne peut pas ne pas définir chaque fois qu'il lui arrivera de s'aventurer sur le terrain de l'amour. C'est sur ce terrain, sans doute, que le bon sens éprouvera le plus grand nombre de mécomptes, se sentira le moins à l'aise, exposé à plus de périls et d'embûches. Périls, embûches, malaises, mécomptes. Comme il serait facile cependant de dissiper tout cela, s'il y avait à l'origine entre le bon sens et l'amour le pire et le plus absurde des malentendus. Dans un des tomes de ce théâtre de second ordre, dont le titre n'est modeste qu'en apparence, car le fatras qu'il renferme est pour la plupart de tout dernier ordre, du troisième, du quatrième, plus encore que du second dans l'un de ces innombrables tomes qui ont accoutumé de garnir tout un rayon de bibliothèque des maisons de campagne, sinon la malle d'un grenier, car c'est là que le plus souvent on trouve ce théâtre de second ordre. Je me rappelle avoir découvert jadis l'argument d'une pièce qui mettait en scène une certaine princesse de Franconie d'une éblouissante beauté. Plus dangereuse encore qu'éblouissante, car il suffisait d'apercevoir la princesse pour devenir fou à l'instant même, et entendons-nous bien, fou, sans métaphore, non pas fou d'amour, mais fou tout simplement, fou à enfermer. En sorte que, pour éviter que toute la population de Franconie, du moins la population mâle, dût être enfermée dans les asiles d'aliénés franconiens, contraints déjà de refuser du monde, le bon roi, père de la princesse, obligeait sa fille, lorsqu'elle sortait, à ne circuler qu'en litière, une litière aux épais rideaux soigneusement tirés, et même, par surcroît de précaution, la litière était précédée de timbaliers, qui par le bruit de leurs instruments prévenaient les habitants d'avoir à rentrer hâtivement dans leur maison, comme sur le passage des lépreux. Et voici qu'un jour, un jeune seigneur étranger, informé de ces particularités extraordinaires de la Franconie et de sa princesse, loin de s'enfuir prudemment lui aussi, s'en vient tout exprès en Franconie pour voir la princesse de Franconie, la voit en effet et naturellement devient fou. Ah, mais voilà un jeune seigneur qui manquait étonnamment de bon sens, direz-vous. Et ce manque étonnant de bon sens fut puni avec justice, il ne l'avait pas volé. Mais attendez la suite. La princesse de Franconie se soucia assez peu de ses victimes. Elles étaient trop. Pourtant, la flatteuse et téméraire insistance du jeune seigneur étranger a ému la princesse. Et puis il faut bien une péripétie à la pièce, même une pièce de théâtre de second ordre. La péripétie donc la voici. Dans le château qui sert d'asile aux pauvres fous, à son tour la princesse s'est introduite. À son tour, c'est elle qui regarde le jeune seigneur, qui lui désormais ne risque plus rien puisqu'il est déjà fou. Et c'est le tour alors de la princesse de devenir à la vue du jeune seigneur, non pas folle mais amoureuse.
Quant au jeune seigneur, il guérit instantanément. Du moment où il est aimé, il n'est plus fou. Mais du même coup, il s'aperçoit qu'il n'a jamais été amoureux de la princesse. Et c'est la princesse qui deviendra folle devant l'indifférence du jeune seigneur étranger qui ne change plus qu'à repartir dès qu'il a retrouvé toute sa raison. Ainsi, le conflit entre l'amour et la raison se présente ici, en Franconie, sous toutes ses faces, puisqu'il en y voit des amoureux prêts à perdre la raison, comme il est de règle, et aussi comment la raison, qui s'enfuit dès que l'amour paraît, c'est elle, quand elle revient, qui met l'amour en fuite. Bref, comment la raison est incompatible avec l'amour. Mais qui donc a inventé cette incompatibilité? Car il faut bien qu'on l'ait inventée de toutes pièces. Est-ce que l'amour et le bon sens ne sont pas frères, enfants tous deux de la nature humaine, puisqu'il n'est rien de plus naturel que d'aimer, et que le bon sens est par excellence le sens naturel. Mais on est allé raconter à l'amour que le bon sens ne pouvait pas le voir en peinture, tandis que l'on racontait au bon sens que celui-là seul aimait vraiment, qui aimait à en perdre la raison. Voilà comment le bon sens et l'amour sont devenus des frères ennemis. Et qui leur faisait ces contes détestables? Étaient-ce des gens qui aimaient? C'étaient des gens qui parlaient de l'amour, ce qui n'est pas du tout la même chose, car celui qui aime n'éprouve pas le besoin d'en faire des discours et des contes. La réputation de l'amour dont le bon sens s'est ému et a pris ombrage a été, comme la plupart des réputations fausses, établie après coup, par ricochet, par intermédiaire, et par le récit de ses excès. Un amour raisonnable, qui s'y intéresse? Aussi bien, lui-même ne demande qu'à n'intéresser personne, c'est-à-dire personne d'autre que le couple directement intéressé. Et parce qu'il n'est rien de plus raisonnable que d'aimer, et qu'un homme et une femme n'ont sans doute raisonnablement rien de mieux à faire pour dresser contre l'amour le bon sens et la raison, il a donc fallu que l'on créât de toutes pièces, en effet, une image déraisonnable, une image insensée de l'amour. L'amour, comme il est toute raison, est toute joie, toute allégresse. Or, il n'a plus été question que de ses peines, que de ses chaînes, que de ses tourments, de ses tortures et de ses maux. Lorsque le bon sens dit « Aimez qui vous aime », en quoi se montre-t-il l'ennemi de l'amour? L'ennemi des peines d'amour, ce qui est bien différent. Oui, le bon sens ne vaut pas que l'on souffre d'amour, et ce faisant, ne défend-il pas ce qui devrait être l'essence même, le caractère essentiel de l'amour? Car l'amour n'a pas reçu mission de faire souffrir les hommes par les femmes, ni les femmes par les hommes. Nous avons bien les uns et les autres, et chacun de notre côté, assez de sujets de souffrance comme ça, de souffrance ou d'embêtement, sans que par surcroît l'amour s'en mêle. Il ne faudrait pas confondre l'amour avec ces malades. Il est exact que le bon sens ne peut rien que pour des gens sains. 40 degrés n'est pas une température normale, c'est une température de fièvre, de forte fièvre. Et dira-t-on que l'amour ne commence qu'à la température de 40 degrés? Et si tu te plains que le bon sens ne puisse rien, par exemple, pour guérir la jalousie, que l'on considérera justement comme une forme exaspérée, passionnée, la plus passionnée peut-être de l'amour, je te répondrai que l'on n'a jamais prétendu non plus, avec le seul secours du bon sens, guérir la coqueluche ou la scarlatine. Chapitre 3. Les hommes, le sport et la politique. Ce n'est pas seulement avec les femmes que les hommes ont l'occasion de prouver leur bon sens et de l'éprouver. Les réunions où les femmes ne sont pas admises, le bon sens y rayonne-t-il seul et constamment d'une lumière éblouissante? À la vérité, on ne voit pas les hommes se réunir entre eux, à l'écart des femmes, pour la plus grande gloire et le triomphe du bon sens. Le principe de telles réunions, c'est le plus couramment de jouer aux cartes ou de déguster quelques fins repas. L'attention que nécessite une dégustation réfléchie
ou une combinaison de cartes difficile et hasardeuse, voilà pourquoi il souhaite tant de n'être pas dérangé, et à quoi, estime-t-il, risquerait de nuire et d'apporter le trouble quelque présence féminine. L'attention, la réflexion, la méditation même ne sont pas nécessairement les voies du bon sens, qui empêchera que l'attention se soit sollicitée et retenue par des objets indignes ou absurdes, que l'on réfléchisse dans le vide, que l'on médite la sottise, la vézanie ou le néant. Notre esprit est toujours comme à la merci d'un téléphoniste farceur, de préférence il est vrai une demoiselle du téléphone, qui lui branche la communication avec n'importe qui, n'importe quoi, se plaisant aux pires confusions, aux imbroglios les plus fâcheux, les plus déraisonnables. Il faudrait obtenir que ce fût le seul bon sens, le bon sens lui-même en personne, qui, assistant notre esprit, lui donna toutes ses communications, fut le maître exclusif de leur direction et de leur correspondance, demeura en permanence au standard. Mais comment l'obtenir et de qui l'obtenir? Il ne dépend pas de nous d'avoir du bon sens, mais de le conserver et d'en user à propos. Et c'est ici que nous constaterons la valeur sociale du bon sens, son aspect objectif, expliqueraient les philosophes, c'est-à-dire que l'usage du bon sens s'exerce en public, et que ce n'est pas nous, mais les autres qui, en dernier ressort, ont à connaître de notre bon sens, qui l'apprécie et qui le juge. Qui saura si un homme dans une île déserte a du bon sens, puisqu'il n'y aura personne pour en bénéficier s'il en a, ou s'il n'en a pas pour en souffrir. Et comme j'ai dit que tout homme à l'origine est loin des conjonctures contraires, emporte avec soi sa cargaison de bon sens, tu peux préjuger que dans son île déserte, cet homme n'aura que des pensées raisonnables, n'aura ni l'occasion ni l'envie de se montrer insensé. Ce qui est insensé, sans doute, ce qui est déraisonnable, c'est de s'en aller comme lui, dans une île déserte. La valeur sociale du bon sens, la nature t'en apporte mille témoignages. C'est, entre mille autres, le cas présenté par le fabuliste du gland et de la citrouille. Oui, le bon sens, en tant qu'il est le gardien de l'équilibre, de la mesure, des justes proportions, le bon sens voudrait que du gland et de la citrouille, ce fût le plus gros fruit et le plus lourd qui fût suspendu à l'arbre le plus robuste. Le bon sens voudrait voir aux branches du chêne la citrouille, dont c'est la place normale, plutôt que le gland. Et pourquoi, cependant, la nature, qui sait mieux que personne ce qui est normal, qui le sait par définition, assigne-t-elle en définitive au gland la place normale de la citrouille? C'est en prévision de l'homme, qui n'est pas, mais peut-être éventuellement, parti au débat, de l'homme qui, à première vue, n'a rien à démêler du gland, de la citrouille et du chêne, mais qui le jour où il viendrait s'allonger sous le chêne, moins dangereusement qu'une citrouille, courrait le risque de recevoir un gland sur le nez. On fait volontiers honneur à monsieur Tout-le-Monde d'avoir plus d'esprit que monsieur de Voltaire. On se trompe, c'est plus de bon sens qu'il faudrait dire. L'esprit est individuel, tandis que ce qui appartient à la communauté, c'est le bon sens. Sans bon sens, pas de société bien ordonnée, alors que tel individu, éminent par l'esprit, vivra en marge de la société et ne lui procurera aucun avantage substantiel. L'un n'exclut pas l'autre, mais la société a moins besoin d'hommes d'esprit que d'hommes de bon sens. Les manifestations du bon sens sont toujours par quelque côté des manifestations sociales. Et quand le bon sens agit ou conseille, dans ses conseils comme dans ses actes, la société, c'est-à-dire ce fameux monsieur Tout-le-Monde, précisément, est rarement oubliée. N'est-ce pas le bon sens qui nous conseille d'ouvrir ou de fermer la porte, qui va répétant qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée? Au bénéfice de qui? À l'intention de qui? S'il s'agissait de l'individu qui est dans la chambre, on spécifierait la crainte des courants d'air pour fermer la porte.
ou pour la maintenir ouverte, une température exceptionnellement clémente, et la brise exquise, dont il serait désolant de ne point profiter. Mais non, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, et c'est le bon sens même, ou pour te préserver les visiteurs si tu es homme de solitude, ou pour que tous les passants soient sollicités d'entrer dans ta chambre, comme dans un moulin, si tu aimes et recherches la société. Et c'est encore le bon sens qui te dit qu'il n'y a pas lieu d'enfoncer les portes ouvertes. Mais si la porte est fermée, hermétiquement fermée, le bon sens te conseillerait peut-être de réfléchir à ce que tu pourras trouver derrière cette porte avant de t'efforcer à l'ouvrir, coûte que coûte. Il te conseille en tout cas de vérifier sans impatience le fonctionnement de la serrure et de ne pas imiter les tentatives désespérées de ce personnage de roman qui toute une nuit, les veines gonflées, les muscles tendus, furieux et congestionné, cogne dans le battant, secoue la chambranle, bref, s'évertue à ouvrir en dehors une porte qui ne demandait qu'à céder à la première, à la plus douce pression, mais en dedans. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Il faut aussi qu'une porte s'ouvre en dedans ou en dehors. Et si tu épuises tes forces à l'ouvrir en dehors, sans vérifier au préalable si ce n'est pas tout simplement en dedans qu'elle s'ouvre, là aussi, tu manqueras de bon sens. Mais il y a la beauté de l'effort, objectera-t-on, même si cet effort est inutile. On n'enfonce pas les portes ouvertes, soit, mais une porte hermétiquement fermée, ou qui paraissait telle, et que tu jettes bas d'un coup d'épaule, cela vous a tout de même une autre allure que tu dois te contenter de l'ouvrir ou en dehors ou en dedans. Le bon sens répond qu'il n'est pas partisan des démonstrations inutiles. À quoi cela sert-il répète-t-il le plus volontiers. Et on la lui reproche assez sa manie bassement utilitaire et pratique. On la lui reproche un peu trop, et injustement, que certains exploits soient en apparence inutiles, mais seulement en apparence, car ils portent en eux une utilité exemplaire. Le bon sens ne serait pas le bon sens s'il ne reconnaissait pas la valeur de l'exemple. Encore faut-il que cet exemple serve à quelque chose, et n'obéisse pas ici au seul aiguillon du stupide orgueil, ennemi né du bon sens. Je ne pense pas que ce que l'on appelle un tour de force soit un exemple à recommander ni à suivre. Et quand on me demande d'applaudir le malheureux qui croit accomplir quelque chose d'extraordinaire parce qu'il se tient en équilibre sur le sommet de la carlingue d'un avion en plein vol, j'accorde, si cela peut lui faire plaisir, que ce qu'il accomplit là est sans doute extraordinaire, mais n'est pas raisonnable. Et que de complications dans ces tours, que de mal tous ces gens se donnent pour se tenir aussi loin que possible des limites de la raison. Depuis le cycliste qui démonte ses roues, démonte sa selle et chevauche son guidon, après avoir pris soin bien entendu de le retourner devant derrière, jusqu'à ce gymnaste qui se balance en tenant à pleine mâchoire la ceinture de son partenaire qu'il balance avec lui, ou à l'équilibriste qui place les uns sur les autres les objets les plus hétéroclites et lui par-dessus. À la vue de ces appareils prodigieux au nickel étincelant, que combinent certains acrobates pour représenter dans les cirques un numéro sensationnel, notre curiosité pourra être piquée au vif. Mais vous ne supposez pas que notre bon sens y trouvera son compte. Encore cela, c'est leur métier. Ils font cela pour gagner leur vie, et si le bon sens n'a jamais proféré cette absurdité monstrueuse qu'il n'y a pas de sot métier, il est bien forcé de reconnaître qu'un métier, si sot soit-il, on est bien forcé de l'exercer pour gagner sa vie, quand on n'en a pas d'autre. Mais il y a les amateurs. Et de quoi se mêlent-ils? Qu'est-ce qui les prend? Il y a l'alpiniste qui, sans guide, s'élance à l'escalade d'un pic inaccessible, roide dans une crevasse et ne retrouve plus le chemin de retour, se perd dans les neiges et meurt de froid. Il y a le nageur intrépide qui, sourd aux appels du maître baigneur, dépasse les limites du bain surveillé, gagne la pleine mer,
et est emporté par une lame de fond. Le bon sens ne vous interdit ni la nage, ni l'alpinisme, ne vous interdit aucun sport, et bien au contraire. Le bon sens est trop l'ami de l'hygiène pour ne pas tomber d'accord que la jeunesse d'autrefois, si peu sportive, était élevée en dépit du bon sens. Faites du sport, recommande le bon sens, mais dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que le bon sens apporte à toutes ces recommandations. Faites du sport, mais en proportion de vos forces. Faites du sport, mais modérément. Et voilà qui suffit à nous indiquer tout de suite qu'il y a ici une notion à laquelle le bon sens restera obstinément rebelle, qui demeurera pour lui le type même de ce que l'on ne peut raisonnablement proposer, raisonnablement accepter, supporter. C'est la notion du record. Battre un record, ce sont les gens qui prétendent battre des records qui sont à battre. L'idée et la passion du record sont d'abord liées aux notions de distance et d'altitude. C'est-à-dire que dans les limites du paradis terrestre, le premier homme apparemment ne songeait guère à battre des records de marche. Ce ne peut être qu'à partir du moment où il a été chassé du paradis, il s'est peu à peu préoccupé, lui puis ses descendants, d'aller toujours plus loin et toujours plus vite. Il est remarquable en effet que la préoccupation qui, chez les hommes, semble dominer toutes les autres, c'est celle de la vitesse obtenue soit par leurs propres moyens, soit par des instruments et des appareils de locomotion, au perfectionnement desquels ils appliquent le meilleur de leur ingéniosité et de leurs facultés inventives. Les hommes tâchent d'améliorer, de renforcer leurs muscles pour courir plus vite. Et la plupart des machines qu'ils inventent, c'est dans le but d'atteindre le plus rapidement possible à la distance la plus éloignée. Le bon sens assiste avec impatience à ces expériences et à ces tentatives saugrenues. Si loin, si vite que nous nous sommes avancés, et puis après, nous sommes bien avancés. Nous avons exploré d'un rythme sans cesse accru les régions de la Terre les plus reculées. Nous avons réussi à nous élever dans les airs et à nous enfoncer dans les eaux. À travers les flammes même, nous sommes capables de nous élancer, de progresser. Eh bien, désormais, qu'allons-nous faire? Va-t-il falloir créer un cinquième élément pour qu'il soit un prétexte à des records nouveaux? Notez que l'aboutissement de tous ces records, ce n'est même pas une curiosité satisfaite, une difficulté vaincue. C'est un chiffre. Toute la volonté persévérante des hommes et ce qu'ils poursuivent sous le nom de progrès est moins qualitatif que quantitatif, ou pour parler plus simplement, se ramène à un énoncé d'arithmétique. L'arithmétique, au total, domine les hommes. Ils espèrent, ils s'efforcent, ils travaillent, ils triomphent pour l'arithmétique. Mais de quoi s'agit-il? Vers quoi sont tendus tous ces esprits frémissants et exaspérés? Là, il s'agit d'arriver une minute, une seconde, un quart de seconde plus tôt, de s'élever seulement de 50 mètres, de 10 mètres, d'un mètre plus haut. Et le bon sens consisterait à ce que cette importance décisive fût accordée à un mètre ou à une seconde, comme si le bonheur des hommes en devait dépendre de l'avenir de l'humanité. Le bon sens est le premier à reconnaître que 2 et 2 font 4, et que 4 est supérieur à 2. Mais où a-t-on pris qu'il y avait à se targuer d'une supériorité de cet ordre et de cette nature? 4 est supérieur à 2, même à 3. Et sans doute est-il normal que, pour un point, Martin ait perdu son âne. Ce que le bon sens trouve inadmissible, c'est qu'on risque son âne sur une différence d'un point. Or, les hommes, sur un point, risquent bien d'autres choses, y compris la chose publique. Martin perd son âne pour un point, et Marianne, sa tranquillité, sa prospérité, son hégémonie. Le sort d'une nation, d'un gouvernement, qui se joue exactement de la même façon que l'âne de Martin, est-ce raisonnable? Il est difficile de tenir la loi du nombre pour une loi de bon sens.
Et pourtant, il est constant que c'est le nombre qui fait la loi. Suffrage restreint ou suffrage universel, on commencera toujours par compter les suffrages, et la victoire d'un parti n'est que le total d'une addition. Et sans doute conviendrait-il d'abord qu'il n'y eût pas de parti, ou qu'il n'y eût de parti dans la nation que comme le melon à ses côtes, et qui toutes forment un même melon, également odorant, également succulent, dans chacune d'elles, prises ensemble ou séparément. Rien n'est plus contraire au bon sens que de poursuivre en détail la ruine des uns par les autres, que de tout faire pour se nuire et s'exterminer les uns après les autres, quand on proclame, et de bonne foi, n'avoir en vue que le bien des uns et des autres. Car on peut manquer de bon sens et ne pas manquer de bonne foi. Et j'accorde que tous les partis sont sincères, au moins dans le principe, et tendent par des chemins différents, mais avec les mêmes intentions excellentes, vers un même but, justement et pareillement souhaitable, que, s'ils ne procèdent pas d'un idéal identique, doit produire d'identiques effets pour la félicité de tous. Alors, qu'avons-nous à nous diviser, et puis encore à nous injurier? Car s'il y a un but commun, il y a surtout une politique commune à tous les partis. C'est la politique de l'injure. Avant même d'annoncer ce que l'on fera, on accuse les autres de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils n'ont pas fait ou de ne rien faire. Le parti adverse est un parti de concussionnaires, d'ennemis du peuple, traîtres à la patrie, vendus à l'ennemi, à quelque parti que tu appartiennes, en sorte que, de quelque côté que tu te tournes, on ne te montre et tu ne vois que des concussionnaires et des traîtres, des ennemis du peuple et des vendus. Et c'est cela qui n'a pas de bon sens. Les paysans du Nivernais ont accoutumé de dire de leurs voisins du Berry que 99 moutons et un beria, ou berrichon, font 100 bêtes. Locution que les berrichons ou berias ne manquent pas de transformer à l'usage des Limousins, qui leur disent des Nivernais, ainsi de province à province. Mais on propose de modifier la sentence, qui les mettra tous d'accord, et d'affirmer que 99 électeurs, et fussent-ils aussi bien ceux-là du Nivernais, ou du Berry, du Limousin, ou de n'importe quelle province au choix, 99 électeurs et un insensé, cela fait 100 insensés. Un simple bulletin de vote enfermerait-il donc de telles propriétés nocives que, sans même qu'il ait été nécessaire de le rouler et de l'avaler comme une pilule, rien qu'au toucher, rien qu'en le prenant et en le pliant entre ses doigts, on devienne complètement fou, ou pour le moins atteint de quelques passagères, mais sûre et certaine vésanie. Ces isoloirs que l'on dispose dans les salles de vote à l'usage des électeurs, n'as-tu pas été frappé de la modification légère qui suffirait de leur faire subir pour les aménager en cabanon? Et si l'on profitait du passage de l'électeur pour lui passer à lui la camisole de force? Alors vous estimez qu'il n'y a que les fous qui votent, soit qu'ils aient été fous avant, ce pourquoi ils ont été votés, soit que, saint d'esprit avant le scrutin, il n'ait pu résister à la folie qui saisit aussitôt après et pendant tous les imprudents qui y participent. En résumé, si tu n'es pas fou, et si tu souhaites d'éviter de le devenir, fuis la politique comme la peste. Ainsi te conseille le bon sens, et tu es perdu pour lui et lui pour toi, si tu n'écoutes pas son conseil. Mais prends garde que ce que tu donnes ici pour le conseil du bon sens n'est en réalité que le conseil de gribouille. La crainte d'être gagné par la folie collective des faiseurs de politique te livre à des fous. Et je refuse de croire que le bon sens te pousse à cette désertion, qui est une lâcheté et qui est une sottise. Si les hommes de bon sens se décidaient à faire de la politique, que feraient-ils? On ne sait guère, et il est bien vrai, que peu de pays ont jamais eu l'occasion d'expérimenter ce que pourrait être la politique du bon sens. Tout au plus le bon sens dans la politique apparaît-il par lueur, par bouffée,
Et s'il se manifeste, c'est moins par ce qu'il accomplit que par ce qu'il empêche. Il n'y a pas de système politique établi par le bon sens, mais sans doute pourrait-on envisager un système politique dont le bon sens s'accommoderait, dont il ne semblerait pas systématiquement exclu. Qu'on l'installe sur un trône, qu'on le nomme dictateur ou président d'une république, l'homme de bon sens est celui qui fera appel au bon sens du peuple, non à ses passions. Négligeant de flatter les passions populaires, ce sont les gens sensés qu'il faudra satisfaire, sur qui d'abord il faudra s'appuyer. Reste à savoir si ceux-là seuls suffiront à le soutenir, si même ils y consentiront. On a beau ne pas ignorer que la proportion du pain et du beurre ne permet pas de donner plus de beurre que de pain, on aime entendre promettre cette surabondance de beurre à côté du pain. Il est même arrivé que cette promesse d'une plus grande quantité de beurre faisait oublier que le pain n'était pas en quantité suffisante, et que par conséquent il manquait même complètement. Un peuple vit avec des réalités, mais on le gouverne avec des promesses. Cela dure ce que cela dure, mais quand cela ne peut plus durer, on en est quitte pour changer de gouvernement, qui consiste à changer la forme gouvernementale tout en conservant les mêmes méthodes. N'a-t-on pas observé le rôle prépondérant que jouait la lune dans les rêves des hommes? Il ne s'agit pas de la décrocher avec les dents, mais monter jusqu'à elle apparaît toujours le record suprême, et la promesse suprême, c'est aussi la lune. En sorte que le jour où la lune ne nous ménagera plus de contrées inconnues, où l'espoir de découvertes surprenantes ne nous y attirera plus, où atteinte et explorée jusqu'en ses moindres recoins, on ira dans la lune et on s'y promènera comme à Bois-Colombes ou dans le bois de Meudon. Est-ce à dire que les rêves des hommes seront désormais satisfaits, que les hommes limiteront et arrêteront là, une fois pour toutes, leur record de hauteur, de même que tenant la lune et par conséquent n'ayant plus à attendre qu'on la leur promette, ils n'éprouveront plus le besoin de changer de gouvernement. Mais soyez assurés que la lune ne sera encore qu'une étape vers de nouveaux records et des promesses renouvelées. Ce que l'on appelle le jeu des institutions ressemble assez au jeu des montagnes russes, où l'intérêt du jeu réside dans l'incertitude de s'y trouver emporté avec une rapidité vertigineuse, tantôt en haut, tantôt en bas. Et les révolutions et les hiérarchies organisées par les différents régimes politiques ne sont qu'un manège de montagnes russes, quand en matière politique, administrative, gouvernementale, on parle de l'ordre établi. On doit l'entendre comme du parcours des montagnes russes, qui lui aussi a été établi par un constructeur facétieux, qui n'avait pas manqué par avance d'en prévoir tout l'imprévu. Tu t'étonnes que le danseur prenne la place du calculateur. Montagne russe. Et pourquoi te scandaliser? Rien ne dit que telles ou telles contingences auxquelles raisonnablement on ne pouvait s'attendre ne surviendront à cette place même, assurant au danseur une réussite brillante que le calculateur était incapable d'obtenir. Le bon sens, en pareille matière, n'est certes pas de mettre le danseur à la place du calculateur, mais de tâcher à cette place de tirer le meilleur parti du danseur si on l'y a mis, et surtout de ne point poser en principe qu'il ne s'en tirera pas. C'est de cette façon qu'en politique, et pas seulement en politique, le dernier mot peut toujours rester au bon sens, comme dans Candide à l'optimisme. Le bon sens n'est pas optimiste, mais opportuniste. Un des premiers soins de nos révolutions n'avait-il pas été de diviniser la raison? Ce qui n'empêche que le bon sens ne fut jamais peut-être aussi peu respecté qu'au temps où la raison était déesse. Chapitre 5. Le bon sens et la liberté. Le bon sens n'est pas l'ennemi de la liberté. On est l'ennemi d'un fantôme
que si l'on ignore qu'il soit un fantôme. Et Don Quichotte ne se bat contre les moulins à vent que parce qu'il ne sait pas que ce sont des moulins à vent. Tout au plus dira-t-on que, s'étant aperçu tout à coup qu'ils sont des moulins à vent, il s'entêterait alors à les démolir pour l'erreur où il l'avait entraîné, et pour empêcher qu'à l'avenir il risquât de renouveler son erreur et de les prendre encore pour ce qu'ils ne sont pas. Les moulins à vent existent, la liberté aussi. Le bon sens voudrait seulement t'empêcher de la prendre comme eux pour ce qu'elle n'est pas. La liberté agit sur les hommes comme le vent sur les moulins, mais pas plus que les moulins, elle ne les transforme en géants. Être libre, c'est d'être libre de faire ce que je veux. La liberté est toujours fonction de ma volonté. C'est ce qui permet d'imaginer un prisonnier beaucoup plus libre que son geôlier. Si le prisonnier ne veut pas sortir de sa prison, alors même où le geôlier, retenu par les exigences de son service de geôlier, souhaiterait le plus ardemment d'aller faire un tour en ville. En nous enseignant à ne vouloir que des choses raisonnables, le bon sens nous donne la clé la meilleure pour être libre. Sans doute, toutes les choses raisonnables ne sont pas toujours possibles, de même qu'il arrive de se trouver en présence de possibilités parfaitement déraisonnables. Mais ce que le bon sens t'enseigne, c'est que, pour qu'un souhait soit raisonnable, la première condition est qu'au même instant, il ne soit pas impossible à réaliser. Il y a au contraire un idéal de liberté, en quelque sorte négatif, qui consiste à souhaiter les choses non pour le bien qu'on en attendrait, mais dans la mesure où on les sait précisément et au même instant irréalisables. Ce ne sont pas choses que l'on souhaite faire, mais que simplement on souhaite pouvoir faire, étant entendu que si l'on pouvait les faire, il est infiniment probable qu'on ne les ferait pas. Quand il a été question d'autoriser certains commerçants, les pharmaciens par exemple ou les coiffeurs, à fermer leurs boutiques le dimanche, si tu demandais aux protestataires les plus véhéments « Avez-vous accoutumé d'utiliser le dimanche les soins du coiffeur ?»« Point, je me range moi-même. » Ou à cet autre « Sans doute avez-vous à suivre quelques traitements minutieux et impérieux. » « Point, non, je ne crois ni aux médecins ni aux remèdes. » Mais ceux-là considéreraient comme une atteinte grave au principe même de leur liberté que fut ainsi restreinte la liberté dont ils n'usaient jamais d'aller ou de ne pas aller le dimanche comme les autres jours chez le pharmacien ou chez le coiffeur. Et la liberté du coiffeur et la liberté du pharmacien de fermer sa boutique à sa volonté, suivant ses propres commodités. Il est remarquable que c'est toujours au nom de la liberté que seront supprimés les plus grands nombres de libertés. Et il semble bien que tous les hommes ne sauraient être libres, du moins de la même façon et ensemble. Jadis, mon professeur de gymnastique nous interdisait, en eussions-nous ressenti le plus urgent besoin, de nous moucher sur les rangs. Son argument était que ceci constituerait un spectacle ridicule de voir 40 élèves tirer au même instant leur mouchoir de leur poche, et que si l'on autorisait un à se moucher, il serait bien obligé d'accorder pareille autorisation aux 39 autres. En vain lui eût-on objecté, qu'il semblait peu vraisemblable qu'un même besoin de se moucher prit au même instant précis l'unanimité de la classe. Cet homme de principe et de devoir n'en eût point voulu démordre, et c'est ainsi qu'un seul élève n'était pas laissé libre de se moucher quand il en avait besoin, pour ne pas attenter à la liberté de se moucher que ne songeaient pas à le réclamer, mais que n'auraient pu exercer les 39 autres. C'est une grande duperie de la part d'un gouvernement, quel qu'il soit, d'annoncer avec fracas dans ses déclarations, ses professions de foi et ses programmes, qu'il assurera la liberté de tous les citoyens. La liberté de tous est faite d'un morceau de la liberté de chacun. Le propre du gouvernement est précisément d'agencer, d'organiser tous ces morceaux de liberté individuelle, mais pour cela est d'abord d'en opérer le morcellement,
de les prendre, de les confisquer au bénéfice de la communauté. Gouverner, c'est ordonner. Voyez-vous un commandant de troupe qui tiendrait ce langage à ses hommes: Soldats, vous êtes libres, à droite par 4. Ce n'est pas plus au commandant d'insister auprès des soldats qu'il commande, et à l'instant qu'il les commande, sur leur qualité d'hommes libres, qu'à un gouvernement, quel qu'il soit, je le répète, de se réclamer de la liberté. Une consigne, fût-elle librement consentie, n'en est pas moins une consigne, et que celui à qui l'on ordonne de s'y soumettre ne soit pas libre, nous n'avons même pas besoin d'interroger le bon sens là-dessus. Qui se charge de nous renseigner y suffira, c'est monsieur de la Palisse. Notons en passant, et nous y reviendrons, que monsieur de la Palisse est toujours d'accord avec le bon sens, et que d'avoir trop évidemment raison, qui est son cas, n'empêche pas que l'on ait raison. Mais la raison, d'ailleurs, est-elle jamais trop évidente? Est-elle jamais si évidente? Il n'y a pas plus de liberté absolue que de mouvement perpétuel. Et de même que celui qui prouve le mouvement en marchant, encore faut-il qu'avant de marcher il ait été immobile, nous ne concevons guère la liberté que par rapport à la privation de la liberté. La liberté, c'est moins de faire telle ou telle chose que de ne pas être empêché de la faire. En d'autres termes, nous connaissons surtout la liberté par ses restrictions et par ses limites. C'est seulement le captif que nous entendons s'écrier à sa sortie de prison, du moins dans les romans d'aventure. Libre, enfin libre, je suis libre. Et il est fort probable que le passant qui dans la rue se targuerait ainsi de sa liberté, proclamant de même je suis libre, provoquerait l'étonnement inquiet des autres passants et une méfiance singulièrement attentive de la part des sergents de ville. On ne remarque pas que l'on est libre. L'important est de se sentir libéré. Et même cette liberté que l'on appelait de vœux si ardents, tant que l'on en s'était privé, et qui vous apparaissait alors tout auréolée de promesses, de possibilités merveilleuses. Combien de fois aura-t-on pu constater que celui qui l'avait enfin ou obtenu ou retrouvé semblait en être presque embarrassé? À l'exposition universelle de 1889, une reconstitution ingénieuse et pittoresque de la Bastille comportait cette attraction bien propre à séduire et réjouir les libres citoyens français, qui se targuent d'être les héritiers des grands libérateurs de 89, et qui envoyaient l'annonce rédigée en ces termes alléchants: tous les jours à 3 heures, évasion de la Tude. Ayant fait la connaissance du jeune garçon qui, le visage orné d'une longue barbe blanche, figurait le célèbre et symbolique prisonnier, et s'évadait ainsi chaque jour à 3 heures de son odieux cachot devant un public nombreux et charmé, je sus sa hâte quotidienne, non moins régulière que son évasion, de quitter aussitôt sa grande barbe fort incommode et d'aller rejoindre dans un café voisin une petite amie avec laquelle il attendait l'heure du dîner en jouant au jaquet. Celui-là savait exactement pourquoi il s'évadait, et la liberté lui présentait des buts certains et précis. La grande barbe, la petite amie. Mais il était moins un évadé qu'un fonctionnaire. À la différence de son successeur de 1889, je suis persuadé que le véritable Latude, et avec lui la plupart de ses compagnons, dont les cachots s'ouvrirent à la date désormais célèbre du 14 juillet, étaient beaucoup moins fixés, en accueillant leur liberté, sur l'emploi qu'ils en pourraient faire. On pense toujours à ce chien attaché qui jappe furieusement, tirant sur sa chaîne, et s'efforce à des bonds désordonnés. Et les gens qui passent, inquiets dans son voisinage, se disent que si la chaîne venait à casser, ce serait terrible. La chaîne casse, les gens s'enfuient frappés d'épouvante, cependant que le chien, avec au cou son morceau de chaîne brisé,
hésite, demeure immobile, et se contente de pousser les sourds grognements, non plus de la bête qui s'apprête à bondir, mais de celle décontenancée, qui ne sait pas où aller. Ces hésitations participent d'ailleurs de cette même incertitude que nous apportons le plus généralement aussi bien à préciser notre pensée qu'à formuler un vœu. Il y a en nous des tas de souhaits et d'appétits en puissance, qui plus longtemps et plus fortement ils ont été contraints, et moins, rendus libres enfin de se satisfaire, ils en paraîtront pressés. Nous sommes tous pareils aux petits mendiants que l'on voit stationner avec des yeux d'admiration et d'épouvante convoitise devant la vitrine du pâtissier. Une fée passe, ou quelque personne sensible, qui prend par la main le petit mendiant, entre avec lui dans la pâtisserie, et s'approchant du prodigieux étalage, l'invite à choisir tous les gâteaux qui lui plaira, financiers ou religieuses, tarte aux fruits ou à la frangipane, éclair ou baba. Et le petit garçon qui réveille un instant d'avaler toute la boutique, on dirait qu'il n'osera même plus se décider à manger un seul gâteau. Ce n'est pas le tout d'être libre. Il s'agit d'exercer sa liberté. Aussi bien qu'est-ce au juste qu'un homme libre? On répond, un homme libre n'obéit qu'à sa conscience et à ses instincts. Oui, conscience ou instinct, c'est donc qu'il obéit tout de même. Tu n'es pas libre de manger les pommes du voisin, qui t'en empêche. D'abord, les gendarmes. Ta conscience ensuite, à supposer qu'il n'y en eut pas de gendarmes. Ou ta conscience d'abord et les gendarmes ensuite. Si mieux que les gendarmes, voire en leur absence, la conscience t'interdit de prendre ce qui appartient à autrui. Mais les gendarmes, fussent-ils absents et ta conscience défaillante, il y aura toujours ceci pour t'empêcher de manger les pommes du voisin. C'est que tu n'aimes pas les pommes, ou que, les aimant, tu crains de t'en rendre malade. La liberté n'a donc rien d'instinctif en nous, puisque nos instincts eux-mêmes peuvent s'opposer les premiers à son exercice. L'exercice de la liberté ne s'appelle-t-il pas couramment une jouissance? On se plaît à dire que l'on jouit de sa liberté. C'est bien ce qui prouve qu'il faut toute une organisation préliminaire. Et c'est précisément le fait de l'éducation et de la civilisation qui, en nous imposant tout un ensemble de lois, nous laisse la faveur insigne, nous procure le plaisir supérieur de transgresser ces lois ou de leur échapper. La liberté apparaît ainsi la grande jouissance des gens de bien élevés. Et l'on se sent vraiment un homme libre que dans une société civilisée. Seul l'enfant qui a des parents attentifs à le surveiller et une gouvernante assommante mais empressée apprécie la liberté de marcher pieds nus dans le ruisseau. Mais l'enfant qui est élevé sans surveillance, l'enfant élevé dans le ruisseau, connaît cette liberté mais ne l'apprécie pas. Il en use trop pour que l'on puisse prétendre qu'il la goûte. On veut représenter l'homme civilisé comme chargé de chaînes. Au premier rang de ces chaînes, si l'on peut dire, il porte en effet un faux col, une cravate, un pantalon. Par ailleurs, cependant, tous les explorateurs vous le diront, il n'est pour l'homme sauvage, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore civilisé à notre manière, il n'est jouissance comparable à celle de mettre un faux col, de mettre une cravate, même dût-il ne mettre rien d'autre en guise de vêtements. Sans doute existe-t-il d'autres formes de la liberté que d'être libre de mettre ou de ne pas mettre une cravate, de mettre ou de ne pas mettre un faux col. Je continue à affirmer que la liberté devrait être considérée comme un bloc et qu'à l'égard du bon sens, il n'y a pas des libertés, celle-ci et puis celle-là. Il n'y a qu'une liberté qui les contient toutes. Sinon, ces libertés, prises chacune séparément, rappellent ces petites boîtes japonaises de bois laqué ou de paille tressée, destinées à s'emboîter, oui, c'est bien ici le mot, à s'emboîter
si parfaitement les unes dans les autres, et qui s'y emboîtent en effet. Quand toutes les boîtes sont ainsi placées, on ne pourra plus se servir d'aucune. On constatera qu'il n'y a plus moyen de rien enfermer dedans, qu'elles sont devenues, chacune et dans l'ensemble, complètement inutilisables. Il ne reste qu'une jolie boîte, ingénieusement agencée, et qui ne peut servir à rien. J'ai grand-peur qu'il n'en soit de la liberté, avec un grand L, comme de la plus grande des boîtes japonaises, dans laquelle toutes les autres se viendront placer. Subtile invention, précieuse réussite, à condition qu'elle-même et toutes les autres boîtes soient vides. Une des formes de liberté à laquelle nous nous flattons de tenir le plus, pour laquelle nous nous déclarons prêts à aller en prison, qui est un étrange aboutissement de la liberté, ou à dresser des barricades contre ceux qui ne pensent pas comme nous, c'est la liberté de penser. Il faudrait d'abord être sûr que notre pensée peut être libre d'évoluer dans notre cerveau, autrement que les aiguilles sur le cadran d'une montre, qui effectue en effet librement, toute seule, le tour du cadran, à condition que l'on n'ait pas oublié de remonter la montre, à condition aussi qu'aucune poussière ne se glisse dans le mécanisme, qu'aucun choc ne fausse le ressort. Et qu'importe au demeurant que ces aiguilles tournent ou ne tournent pas, s'il n'y a pas ou si nous ne voyons pas les indications du cadran auxquelles correspond leur course, sous la réserve de la liberté de notre volonté elle-même, qui est un tout autre problème, nous sommes toujours libres de penser ce que nous voulons. Où les difficultés commencent et les choses se gâtent, c'est quand il s'agit d'exprimer ce que nous pensons, et surtout de traduire nos pensées par des actes. Celui qui obéit à un ordre n'en pense pas moins, à condition d'obéir en silence, peut bien penser tout ce qu'il voudra, en effet. Il est seulement souhaitable pour sa liberté qu'il n'accompagne pas son acte d'obéissance d'une parole de protestation, d'ailleurs platonique. Ne l'en pense pas moins, pour en penser ou moins, ou plus, qu'aura-t-il besoin de le dire? Mais si la consigne de se taire, c'est donc que je ne suis pas libre. Non, tu es libre de penser, encore une fois, mais non de parler. Et si consigne il y a, c'est le bon sens qui te la donne. Le bon sens ami de la liberté, mais d'une liberté qui signifie quelque chose, et qui serve à quelque chose, bref, qui ne soit pas uniquement une attitude dont on étonne le public, une formule creuse que l'on fait sonner. Ce mot de liberté, on affecte de le prononcer, on le prononce 9 fois sur 10, d'un air provoquant, avec un accent de révolte. Si tu n'es pas libre, crois-tu que ce soit le plus sûr moyen de le devenir? Et si tu es libre, je ne vois pas qu'il y ait là de quoi t'en crier et te vanter. La vérité est que tu n'es jamais libre, mais l'esclave d'un simulacre de liberté. Cette liberté, dès que tu t'imagines la tenir, ton premier soin ne sera-t-il pas de lui imposer des défenseurs avec ordre de le défendre? Non seulement il sera défendu de l'attaquer, mais défense même de l'en point user à son gré. Tu n'es pas libre de ne pas être libre sous le règne de la liberté. L'expression suffisamment te l'indique. La liberté règne. À force de répéter que la liberté est le plus grand des biens, on finit par le croire, sans se rendre compte que c'est encore une habitude qu'on a prise. Et quand on dit que l'on prend une habitude, c'est l'habitude qui vous prend. Comment pouvons-nous parler de liberté, nous qui vivons prisonniers, esclaves de l'habitude et de toutes les habitudes les plus absurdes et plus saugrenues? Commençons donc par secouer le joug de l'habitude, avant d'exalter la liberté. Ces apôtres de la liberté qui remplissent le café du commerce, demande-leur de renoncer à l'habitude de se réunir au café à telle heure dite. Demande-leur de renoncer à l'habitude d'y boire tel nombre de bocs et d'y fumer tel nombre de pipes, en s'affirmant des citoyens libres.
habitude d'esprit, habitude de langage. L'habitude s'immisce dans toutes nos façons de penser, de parler. Nous ne faisons plus rien sans elle, elle est la plus forte. Et quand nous croyions l'avoir perdue, nous en être débarrassés, comme elle est habile à réapparaître, comme elle excelle à nous ressaisir, d'être restée pendant plus de 4 ans que durant la Grande Guerre, à nous coiffer de calots, de bérets, de képis, de casques, mais plus de chapeaux de forme. Nous pensions bien qu'après la victoire, l'habitude serait perdue à jamais de cette coiffure ridicule et incommode. Hélas, nous n'aurons pas été longtemps avant de constater que ce but de guerre semblait décidément irréalisable. Et nous avons assisté au lamentable abandon de bien d'autres buts de guerre plus graves. Et sans doute n'avions-nous pas fait la guerre pour tuer l'habitude du chapeau haute forme, pour secouer la tyrannie de l'habitude qui rend toute liberté dérisoire et impossible. Il n'est pas besoin d'un général vainqueur, et le bon sens y suffirait si nous nous laissions éclairer, convaincre et conduire par lui. En attendant, libres Américains, d'imaginer que la liberté éclaire le monde. Qui peut éclairer le monde? Ce n'est pas la liberté, mais seul le bon sens.